gauche vers Jean-Baptiste Souffron, avocat que je laisserai se présenter lui-même. Alors on a parlé effectivement du DPF, le mécanisme juridique derrière qui sous-tend le DPF, et effectivement l'intérêt pour les entreprises commerciales pour faire effectivement la libre circulation des données, je dirais, d'une certaine manière, entre l'Europe et les États-Unis. Mais je dirais, quid finalement de ce qui était l'enjeu du DPF, c'est-à-dire le citoyen, la protection du citoyen européen. Qu'en est-il et quel est votre point de vue par rapport à ça? A-t-on atteint effectivement ce qu'on cherchait ou ce que Max Schrems, entre autres, cherchait à faire pour protéger le citoyen européen? Mais qui cherche toujours. En français ou en anglais? En français. Mais j'ai tout écrit en anglais. Hein? Non, c'est très bien en français. Oui, moi donc je suis Jean-Baptiste Souffron, j'ai été le directeur juridique de la Fondation Wikimedia, qui édite Wikipédia, et le conseiller numérique du ministre de l'Industrie, puis le secrétaire général du Conseil national du numérique. Et aujourd'hui, je travaille avec de nombreuses associations, dont l'Association de défense des libertés constitutionnelles, la Ligue des droits de l'homme, et bien d'autres, notamment, mais pas seulement, sur ces questions de liberté numérique, avec ce point qui, à mon avis, n'est pas anodin, c'est que... Oui, bien sûr. Or in English? Okay. Yeah. So the funny thing is that like a few years ago it was only about like digital liberties, but as of today now it's beginning to be more an issue of general human liberties because we see digital stuff everywhere, every time, all the time. Especially after the COVID. Remember the COVID? You had to use a little device called a smartphone in order to go anywhere you wanted to go. Okay? That was probably the event that had the most impact on real liberties of people. Suddenly, you didn't have the right to move except if you had the right digital token and if your data was used in the right way. So when, well, my point of view is very simple. The DPF is a patch that won't work and doesn't work and will be contested and cancelled just like before because there is a reason to that. I'm a bit tired of listening to free data flow topics and stuff. Free data flow, like it's not a flow. It's a river. It goes from one point to another, but never the other way around. So it's just like flow of data from the EU to the US. But where is the data coming from the US to the EU? Are we talking to that? Where are the companies dealing with US data, US citizens' data in the EU, making money out of it? I don't see them. And there are a few of them, of course, but still, they don't have the same piece at the table. And so I'm a bit tired also of like discourses about innovation, like as if innovation was an excuse to anything. There are like legitimate questions that are being asked, and innovation is not an issue. Well, the things we are doing now are stuff we knew how to do like years ago. It's not something new. Like Facebook is not a new company. Google is not a new company. All of these companies exist. They have existed now for a long time. And so we shouldn't use innovation like as a digital version of the capitalist mantra of there is no alternative. No, it's not TNA. It's like, yeah, of course, there are alternatives, and we can think of other solutions. It's not even that difficult. But the main problem, we need to be like pragmatic, and that's why I say the DPF is like a patch that won't work, because I'm being pragmatic, okay, and realistic. But the main problem today is actually that US companies, because we're mainly talking about US companies. So let's be realistic. They make money out of EU citizens' data, which is fine. Like, I don't see the point. It's not a big issue. Why not? That's not the thing. But then it creates a difficulty in terms of who controls these data. Not in terms of who controls the data in itself. That's one thing, of course. But more like, what is a legal and political system that will apply to this data? And I can hear both sides of the table. On one side, because you have like stakeholders and they have different interests in view. On one side, you have people who actually create value out of this data. And, well, of course, they want to use it. They want to be able to continue to use it.
They create services, stuff for people, it's useful. Many people in the EU use this service, so it shouldn't be. They shouldn't be described as like only the bad guys or something like that. It's not the issue. And on the other side, you have citizens, people who just want like to have a say in the way their data will be controlled, what they will be able to do with it, and how they will be able to dictate or not to these companies that use the data, well, maybe to cancel it, to delete it, to modify it, to raise it, or just to know what kind of data they have on them. So what political, what legal system will apply to this data? That's the main and only and biggest issue. Everything else is like, of course, yeah, we need to keep companies making money and EU citizens having good services. It's one thing, but it doesn't answer the question at all. In France, in Germany, in the EU, the main line of reasoning has been the same like for, I don't know. When I say it's not a new question, it's not something new, Google is not a new company, well, the first law on data was in 1978. In 1978. And actually the GDPR, well, I think the GDPR is more detailed and there are some stuff in it. But basically you could apply that law from 1978 and it would apply very nicely. It would be very cool, it will work. And the first article mentioned at the time that computers should be in the service of the public. That's the main idea. Computing services should serve the public, never the other way around. That's the main issue. And why? Because actually, it's a human rights issue. It's not only about consuming money or economic systems. It's a human rights issue and a political one, of course. And actually, that's why it's not a big surprise to me, because we're discussing data regulation, data transfer regulation. But the funny thing about data transfer regulation, it is that, well, the regulation of data transfer is not made through regulation. It has been made through litigation. Because just remember the first iterations of the DPF and the litigation that come after, and the Schrems decisions from the EU court. The Schrems decision had probably more impact on the GDPR, on everything you want, on this, and so on, than actually the discussion within the parliament or in Brussels in themselves. So it's very important to understand that we are talking about something that is mainly dealt with through activism, probably more than through the traditional legal or lobbying system, which is also legitimate. It's not a matter, but we should not forget about it. And we should actually also even focus about it and look at what these activists are planning to do, what they want to do. Even in France, you see, we had a decision about the Health Data Hub that got in trouble in front of the Conseil d'État because they were using a US company in order to store health data for French people. So, EU citizen, the main thing, the thing that is being talked about in the Schrems decision, and we need to remember that's the main issue there, it's very important, is that actually it's not so much of an issue against US companies, okay? But it's also and mainly an issue against the US government. Because the big part of it is, as a EU citizen, if we don't have, as EU citizens today, we don't have an effective recourse against any use of our data by the US government. That's the main problem. We have been, and I have been, fighting. I wouldn't say fighting, but in English I don't see the right word. We have been litigating against the French government about data for years. Sometimes you lose, sometimes you win, of course. Sometimes you ask questions and you're being answered that no, like it's okay, the police has a right to make a file of transgender people or black people or whatever. And sometimes you win, and they say, oh, you should delete that file of political opponents. That's exactly the kind of decision we won in Lille this year. So just this year, the French government tried to make a file of political opponents in Lille. And it was cancelled, and they were ordered to delete it. So that's the French government. But what if the US government is doing the same thing with our data?
how can we fight it? Well, we don't have an effective recourse against it because we are not US citizens. And that's probably the main problem, and it will go on. Just look at, just in France again, because I'm not saying the US government is bad in itself, you see. It's not the issue at all. It's just like, I don't know how to deal with them. I know how to deal with the French government, but the US, I don't know, and I don't have a way to do. Just look at the number of decisions very recently on drones in France. We have, I don't know, maybe 20 decisions on drones in like a period of 6 or 8 months, only on Friday, only this Friday at the Conseil d'État. We will be dealing again on a decision on not on drone this time, but on video surveillance in cities and face recognition. So we are in France. We know how to deal with the French government, but when the US government will decide to do the same thing? How will I, as a French citizen, be able to act and defend my rights against the US government? I don't know. And the DPF doesn't provide an effective answer. And that's the main issue. So instead of the DPS, what should we do? What should we have? What is striking me is that everybody is explaining that it's such a big issue, that is so complicated, and that these companies are so important. They make so much money out of it. Well, then, what we would need maybe would be some kind of international treaty or something like that. At least a real international discussion. Where is it taking place today? I don't know. I don't see it coming. I don't see it existing yet. What I see is that the US companies and the US government are lobbying in the EU in order to obtain a legislation that will favor their interests. Okay, they can do that, of course, it's legal. But where are we discussing common interests? Where are we discussing how we can find common ground and allow actual people from other countries to be defended in the US if they need to? That's a very simple question that has never received an answer. And given that it's the heart of the Schrems decision and that it's not answered by the DPF, well, you perfectly know what the end of the DPF will be. It's just a matter of time, and we'll see. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée. C'est très intéressant parce qu'à la fois, on voit qu'il y a, il y a ces questionnements sur les données B2B, B2C, plutôt, on va dire, de dimension économique. Et pourtant, on a beaucoup parlé de la sécurité et aussi du danger de la démocratie. C'est vrai que dans l'absolu, le RGPD, quand même, moi, en ayant été responsable dans l'implémentation, c'est pas parfait, mais ça a été quand même un déclic et un réveil pour beaucoup d'organisations qui ne maîtrisaient pas du tout leurs données, à la fois sur leurs employés, sur les données personnelles des équipes marketing et surtout certains process et des abus que tout le monde ignorait. Il y avait une société américaine qui me disait, qui découvrait qu'en fait, ils avaient des équipes quelque part à Milan et qui étaient inconnues du DRH depuis 17 ans. Enfin, voilà, ça a remis quand même à plat pas mal de choses. Ensuite, c'est vrai que les enjeux de la protection des données fait qu'on s'est tous posé la question, mais où sont nos données ? Dans quel serveur ? De mettre en place des politiques là-dessus. Donc je pense que quand même, ça nous a tous permis de réfléchir à nos pratiques. Aujourd'hui, c'est quand même essentiellement les collectivités publiques et locales notamment, où le RGPD est le moins respecté, bien plus que dans les sociétés privées. Pourtant, elles détiennent énormément de données personnelles, donc le danger il est quand même plus là que dans les pauvres données marketing que Facebook pourrait avoir à notre propos. Franchement, c'est pas tellement le sujet de ce qu'en ferait Facebook directement. Par contre, on a vu que ça a pu être vendu à des entreprises qui ensuite ont cherché à manipuler nos élections. Et là, nous sommes tous en danger, c'est vrai. Mais derrière, c'est peut-être aussi que les autorités publiques, on le voit avec la Commission européenne qui se contente de donner des décisions d'adéquation à chaque texte sans vraiment se poser la question de l'effectivité des dispositifs qui sont prévus. Le Privacy Shield, honnêtement, les entreprises américaines, elles faisaient juste s'enregistrer, il n'y avait rien de fait derrière. Hein. Et pourtant, on en était très contents. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que c'est beaucoup.
changer, sauf pour certaines pour qui le marché européen est important. Et ensuite, ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on sait que derrière, les gouvernements français ont des velléités aussi d'État policier, mais pas que. On parle d'initiatives européennes, de créer des géants numériques européens, mais est-ce que ça nous protège des velléités des Pays-Bas, de la Hongrie, du Danemark, de la France ? Est-ce que déjà c'est nos gouvernements qui sont aussi qui décident des choses dans les instances européennes? Si en fait, tout à l'heure vous disiez il y a 42% d'autocratie, mais si en fait en Europe on dépasse ce seuil même, qu'est-ce qu'on devient? Comment on peut... Oui, mais du coup, c'est-à-dire que je suis à la fois d'accord et partagée sur pas mal d'observations qui sont faites. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport aux données personnelles? Est-ce que ça nous permet de vraiment enclencher une vraie réflexion sur nos comportements à tous et pas que de pointer du doigt les Américains, les GAFAM, puisque c'est ce qu'on en fait, nous, derrière, qui pose problème sur l'organisation de nos élections, sur le fait que les journalistes se contentent de répéter ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et donc on leur accorde une place prépondérante sur des débats tels qu'ils sont structurés dans les réseaux sociaux. Enfin, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais quand même, je pense que le sujet, justement, prête à ça, puisqu'il y a quand même une grande diversité de points de vue. Oui, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est-à-dire que la différence en France, c'est qu'en France, nous avons quand même un accès effectif. On peut contester les décisions du gouvernement, d'autorités, d'entreprises qui concernent nos données. Et ces contestations, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais n'empêche qu'elles existent. Peut-être c'est pas suffisant, c'est pas le sujet. Au moins il y a quelque chose qui existe. Et si on n'est pas content, ben, on n'a qu'à voter différemment aux élections, ou faire des propositions, ou agir au sein de la société civile. Enfin, on a un pouvoir sur le réel et on peut agir avec les limites de notre action, évidemment. La différence, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand ces données sont traitées à l'étranger par des gouvernements étrangers. Aujourd'hui, on pointe du doigt les Américains parce que c'est le problème du quotidien, d'une certaine façon. Et il se trouve que les Américains font partie, probablement, sont l'État qui sait le mieux utiliser sa législation extraterritoriale. D'accord ? Aujourd'hui, voilà, ils le font très bien, ils le font depuis longtemps. Le DOJ marche main dans la main avec le ministère de l'Industrie. Enfin, il n'y a pas de ministère de l'Industrie d'ailleurs aux États-Unis, ça marche un peu différemment. Mais voilà, chez eux, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Il faut savoir peut-être aussi à un moment dire stop à ces pratiques. Pour l'instant, c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire que ce dont on se plaint sur les données, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le cas de Frédéric Pierucci, qui avait été un ingénieur commercial de chez Alstom, qui s'était fait arrêter aux États-Unis en lui demandant, et mettre en prison, en lui demandant de dévoiler les pratiques internes de l'entreprise. Et il est resté en prison pendant plusieurs années. Là, il n'y a pas d'histoire de données. Donc on est sur un sujet qui est même encore, qui va un peu au-delà. Mais c'est vrai qu'au minimum sur les données, on pourrait faire quelque chose. Et à date, c'est difficile de voir que c'est un sujet qui est pris au sérieux. En tout cas, le DPF aujourd'hui, c'est clair qu'il ne le prend pas suffisamment au sérieux de ce point de vue-là. Et c'est le gros sujet, vraiment. Bien plus... Enfin, à la fin, oui, que ce soit des entreprises européennes ou françaises qui rendent des services aux Français, j'ai envie de dire, ok, mais ça, c'est pas la faute du RGPD ou pas du RGPD. Le RGPD n'empêche pas les Américains de faire du business en France. Donc, je vois pas en quoi le RGPD empêcherait les Français de faire du business en France. La différence, c'est que comme il a été très bien expliqué, essayez de faire du business en France sur les données. Ben, bon courage pour trouver de l'argent. Bon courage pour trouver des investisseurs, bon courage pour réussir à vous développer, bon courage pour obtenir un vrai soutien des pouvoirs publics qui préféreront acheter américains, qui préféreront acheter ailleurs et qui n'achèteront pas français. Voilà ce qui va se passer. Alors qu'aux États-Unis, bien évidemment, marchant main dans la main avec leur industrie, là pour le coup, ils sauront faire les public procurements qui vont bien, etc. et tout, et on aura des développements qui seront harmonieux. On a l'impression d'être face à en fait un projet national collectif. Voilà. En France, le numérique n'est pas un projet national collectif. Le vin, oui. Le tourisme, oui. Non, mais c'est vrai. Voilà. La chasse, peut-être. Je ne suis même pas sûr, parce que la chasse, ça existe ailleurs. Mais voilà. Et il faut avoir le courage de le regarder. Est-ce qu'on veut que le numérique soit un projet national collectif ? Tout le monde, je pense, dans la salle, pense qu'on a les moyens de le faire. Évidemment, on a tout ce qu'il faut. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que ça sera le cas un jour ? En attendant que ça soit le cas, je pense qu'il ne faut pas mentir aux entreprises françaises. Et je pense qu'il ne faut pas leur dire qu'elles sont plus soutenues que ça ou moins soutenues que ça. On peut faire du numérique en France, bien sûr. On a des belles réussites et ce n'est pas le sujet. Mais aller créer un moteur de recherche français, vous avez vu l'exemple de Quant, c'est difficile, c'est très lourd,
c'est compliqué, et accéder au capital comme fonds américains, c'est très, 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 très difficile. Peut-être un mot, je trouve... Bon. Non, parce que je crois que ce qu'a dit la dame est assez intéressant. La grande différence entre nous, c'est si ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Je pense que non. Je pense que le grand problème aujourd'hui de nos politiques, c'est que les politiques basées sur des grands discours, mais où ça je crois qu'aujourd'hui, la plupart de nos citoyens veulent de l'impact. Et aujourd'hui, clairement, ça ne marche pas. Là, vous avez tout à fait raison, madame, c'est qu'effectivement, il y a eu un effet induit qui prend le grand bon effet du RGPD, c'est le fait que ça a permis de mapper, en fait, les données. Ça, oui, et je vous l'accorde tout à fait. Sur quand même les amendes, les chiffres sont pires. En 14 ans, 3,5 milliards d'euros. Il y a eu 25 milliards d'euros d'amendes par rapport aux GAFAM ou aux GAMAM. 3,5 milliards ont été encaissés. Parler de l'efficacité de la politique publique. 300 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022. Donc, excusez-moi, ça leur en touche une, comme dirait un fameux président, et ça n'a aucun impact. Et il faut le dire, il faut le marteler. Je pense que le sujet posé est plus large. On parle toujours consumer versus... Mais attendez, si aujourd'hui on sait que la prospérité économique et le rôle des grandes entreprises qui sont proches de nos valeurs a quand même un effet très important pour nos démocraties. C'est-à-dire, si on est aujourd'hui... Rappelez-vous de la parabole je suis désolé, mais je pense que c'est quand même important comme D'accord. Bon, mais je pense que... Rappelez-vous quand même juste une chose. Je crois que les démocraties doivent être devant. Toute l'histoire a montré que même si Einstein était un ultra-pacifiste, c'est lui qui a fait cette fameuse lettre à Roosevelt pour indiquer qu'il fallait travailler sur quelque chose d'aussi épouvantable que l'arme nucléaire. Donc je pense que si nous, Européens, on n'est pas devant en technologie sur les réseaux sociaux du futur, sur la manière de faire du big data, sur la manière de traiter les données, la guerre est perdue. Et donc là, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir ces deux approches, la réglementation et l'innovation. Merci. Super.